Eh bien bonjour, nous voici en direct de nouveau pour une nouvelle émission de Face à Face. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une émission sur l'eau. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette émission. Et puis je fais plusieurs choses à la fois. Et hélas, là, les journées ne font que 24 heures et je n'ai pas le temps de faire toutes les émissions que j'aimerais faire. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà en stock, en prévision, pour de nouvelles émissions. Alors, ce qui m'a donné envie de faire cette émission sur l'eau, c'est un article qui est paru dans le Figaro Magazine. L'appel de 124 professionnels de la santé contre les médecines alternatives. En effet, quelques 124 médecins professionnels de santé ont signé le lundi 19 mars une tribune publié donc dans le Figaro, contre l'utilisation de médecines alternatives. Le collectif demande, rien que ça, l'exclusion de ces disciplines ésotériques du champ médical, explique le quotidien. Les signataires décrivent des disciplines sans aucun fondement scientifique, nourries par des charlatans et basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse. Les auteurs de ce texte pointent tout particulièrement du doigt 3 risques dans l'utilisation de ces médecines alternatives. Tout d'abord, elles soignent l'inutile en surmédicalisant la population, écrivent-ils. Elles installent ensuite une défiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Et pour couronner le tout, ces soi-disant 124 médecins rappellent que les codes de déontologie des professions médicales et le code de la santé publique proscrivent l'usage de remèdes secrets ou ne mentionnant pas clairement les substances qu'ils contiennent. Moi, je dis que ces 124 médecins devraient avoir honte, et ce pour 2 raisons principales. La première est qu'il ne manque pas de toupet quand la composition des vaccins est totalement inconnue. Là, cela ne les gêne pas de vacciner à tout va des substances inconnues à des personnes en bonne santé. L'autre est au regard de l'histoire. Ils répètent les mêmes erreurs que leurs aînés, toutes sciences confondues par contre. Ils sont sûrs de tout savoir du haut de leurs quelques années d'études où ils ont appris par cœur sans comprendre ce qu'on leur donnait à ingurgiter. Comment en 2018 on peut encore en arriver là ? L'homéopathie est une vraie science, basée sur la puissance des dilutions liquides. Attention, pour moi, l'homéopathie, la vraie, est liquide et non en gélule. Je suis désolé. Ces mêmes médecins qui ont mis au pilori des personnes exceptionnelles tout au long de ces dernières années, c'est typiquement français de se croire supérieur dans tous les domaines, alors que la recherche médicale française est au point mort. Ces mêmes médecins qui nous promettent la guérison prochaine du cancer depuis 50 ans. En réclamant des dons, et qui en sont administrés de la chimiothérapie. De qui se moque-t-il ? Alors comme cela, l'homéopathie, c'est des charlatans qui la prescrivent. Quand ils ne comprennent pas, c'est du vent. Un peu comme ces chaînes YouTube qui vous disent de vous méfier de tout et de vérifier auparavant les sources dans les publications universitaires ou de magazines reconnus comme Nature ou Science. Les pauvres, c'est le degré 0 de l'ignorance. Ce sont les mêmes qui, par exemple, ont refusé de recevoir Albert Einstein à l'Académie des sciences en 1930, car sa théorie de la relativité était pour eux une affabulation. Ce sont les mêmes qui clamaient haut et fort que des pierres ne pouvaient tomber du ciel, car il n'y a pas de pierre dans le ciel. La science d'aujourd'hui est le folklore de demain. La fable d'aujourd'hui est la science du futur. C'est une citation merveilleuse de Charles Fort, à qui je consacrerai une émission spéciale
sur laquelle je travaille déjà depuis de longues semaines. Et le sujet concernant Charles Fort est vaste. Si on étudie l'histoire, cette citation fonctionne toujours. Alors comment des personnes peuvent, en 2018, s'en remettre aux publications scientifiques et en jetant à la poubelle tout ce qui n'est pas publié? J'aimerais voir leur tête si, en 1900, on leur avait décrit les capacités du silicium en leur montrant un caillou de silicium. Silicium qui est à la base de toute l'informatique moderne, de votre smartphone, que du silicium dedans. Les cartes mères sont en silicium, les mémoires sont en silicium. Plus proche de nous, ce sont les mêmes qui ont ignoré la machine à guérir le cancer de Antoine Prioret, dont vous trouverez une émission lui étant consacrée sur cette même chaîne. Les traitements anti-cancer de André Gernez, j'en ferai une émission spéciale aussi à venir. Les mêmes qui ont préféré Pasteur à Antoine Béchon et qui ont vite fait d'oublier René Quinton. René Quinton, dont j'ai aussi réalisé une émission où il y avait, avant la Première Guerre mondiale, des hôpitaux maritimes, René Quinton, où on guérissait les gens à base d'eau de mer. Regardez cette émission, elle est fabuleuse. Et que dire plus proche de nous, de Jacques Benveniste. Je ne vais pas faire une énième émission sur ce courageux chercheur. Mais je conseille vivement à tous ceux qui veulent connaître ceux qui se cachent derrière les dorures de ces hautes institutions scientifiques de lire son livre posthume que ses 3 enfants ont décidé d'éditer en sa mémoire. Vous allez comprendre comment tout est truqué, falsifié, comment même les publications dans de célèbres revues comme Nature sont à charge. Quand ils ne comprennent pas, ils disent que c'est truqué. Le sujet de la mémoire de l'eau a été débattu et rebattu. Ceux qui n'y croient pas, ce sont soit des ignares, soit des personnes qui, lorsqu'elles ne comprennent pas, réfutent tout en bloc. Donc, on va s'amuser un peu avec elles. On va les faire chercher dans leurs sacro-saintes publications scientifiques. Vous avez des souvenirs, je pense. Bien, ils vont nous expliquer comment on fait pour garder en mémoire des souvenirs. D'ailleurs, c'est quoi notre mémoire? Ils vont aussi nous expliquer pourquoi on meurt, qu'est-ce qui déclenche la mort. Ils vont nous expliquer la foudre en boule, comment cela se produit. On va s'arrêter là pour en revenir à la mémoire de l'eau. Ils réfutent la mémoire de l'eau, mais acceptent bien plus étonnant en physique quantique. Regardons cette petite vidéo. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches.
Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à avoir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Vous avez vu? Le regard a détruit. Et oui, quand on observe une expérience, le résultat en est modifié. Ils peuvent l'expliquer dans le 124 signataires? Non. Mais l'expérience le démontre, donc on l'admet en physique quantique. Hélas, cela n'a pas été appliqué pour Jacques Benveniste. Il a démontré quelque chose que l'on peut comprendre, mais on l'a refusé au lieu, comme en physique quantique, de l'admettre et surtout d'étudier cette voie. Qu'avait trouvé ce chercheur? Qu'en diluant et diluant une solution d'eau en contact d'un élément, elle gardait en mémoire, ou gardait la vibration, des molécules de ces éléments, alors que même dans ces dilutions, il n'y avait plus de molécules. De nombreux laboratoires dans le monde, Chicago, Milan, ont reproduit les expériences de Benveniste et ont confirmé ce phénomène. Mais on a préféré raconter qu'il avait truqué ses expériences et lui couper progressivement tous ses crédits. Lisez ce livre, vous ne le regretterez pas. Vous allez aussi y apprendre les rouages de la recherche française et de la gestion de l'INSERM. Vous savez, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont le directeur est l'époux de notre ministre de la Santé, qui se sont empressés à eux deux de rendre 11 vaccins obligatoires. Or, les laboratoires, vous allez le lire dans ce livre, sont pour beaucoup dans le financement de cet organisme. Je l'avais déjà lu il y a longtemps, ce livre, mais cet appel des 124 m'est resté entre la gorge. Et la semaine dernière, j'ai rencontré mon ami Jérémy Donnet, et qui aussi j'ai déjà fait une émission sur cette même chaîne que je vous conseille vivement,
qui m'a gentiment offert ce livre d'un auteur allemand que je ne connaissais pas. Mais j'aime lire plusieurs livres à la fois, mener plusieurs recherches de front. C'est un peu comme en mots croisés. Des fois, on cale, et le lendemain, on trouve le mot de suite quand on y revient. J'aime avancer ainsi. Alors voici ce livre, Regard dans l'âme de l'eau. L'eau a toujours été sacrée depuis l'Antiquité, et ce pour de nombreuses civilisations. Mais hélas, au fil des siècles, elle est devenue un instrument avec lequel on pouvait entraîner des machines. Les cours d'eau furent canalisés et le cours naturel de l'eau fut coupé car l'eau voudrait sinuer. On en revient aux divers travaux d'un autre génie, Victor Schauenberger, dont vous trouverez de nombreuses émissions montrant comment l'eau, dans un vortex en sinuant, le fait toute seule. Vous verrez qu'avec des canalisations torsadées, on n'aurait même plus besoin de pompe. L'eau est vraiment magique. Je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo YouTube quelques vidéos concernant différents chercheurs. L'eau, connue jusqu'ici sous les 3 états, et solide, liquide et gazeux, vient de révéler un 4e état. Présent dès qu'une molécule d'eau est compressée, il va à l'encontre de toutes les propriétés classiques de l'eau, indispensables normalement à la survie de l'homme. Elle joue un rôle central dans le corps humain en transportant les substances chimiques à travers l'organisme et en éliminant les produits toxiques par l'urine. L'eau est le solvant universel sur Terre, car elle est capable de dissoudre énormément de substances, comme le sel ou le sucre pour les plus communs. Si l'eau dissout aussi bien, c'est à cause de sa forme en tête de Mickey. On appelle ça la tête de Mickey, vous voyez bien sur la photo. Un atome d'oxygène relié par 2 atomes d'hydrogène. Alors cet atome d'oxygène, c'est la tête, et les atomes d'hydrogène en forment les oreilles, c'est pour ça qu'on l'appelle en tête de Mickey. Cette disposition permet à la molécule d'être polaire, c'est-à-dire chargée négativement en bas et positivement en haut, attirant alors des molécules chargées, plus et moins, et qui forment ensuite des clusters. Mais dans le nouvel état, trouvé par des physiciens du département de l'énergie du laboratoire national américain Oak Ridge, l'eau ne possède plus cette caractéristique et entre dans un état neutre. Dans ce nouvel état, l'eau n'attire plus les autres substances. Si elle perd son attractivité, c'est parce que les 2 atomes d'hydrogène ne sont plus placés au bon endroit. Dès lors qu'une molécule subit une pression trop importante, les atomes se placent à l'opposé l'un et l'autre, et cela à cause du principe bien connu des scientifiques de l'effet tunnel quantique. La physique quantique décrit le monde vivant à l'échelle de l'atome, avec des lois très particulières, comme on l'a vu tout à l'heure. L'effet tunnel donne la possibilité pour un atome de voir un tunnel s'ouvrir à un instant. L'hydrogène peut alors se déplacer dans l'espace et les physiciens ne peuvent plus positionner les atomes précisément sur la molécule. Ils considèrent alors qu'ils sont dans des zones probables. Les chercheurs ont découvert que la tête de Mickey se transformait plutôt en fleur à 6 pétales. L'oxygène qui constitue le centre de la fleur n'est pas impacté par les effets quantiques. En revanche, chaque pétale représente une position potentielle pour les atomes d'hydrogène. Ainsi, ces derniers peuvent transiter de pétale en pétale par l'effet tunnel. Ils ne sont donc pas localisables au cours du temps. Afin d'observer cela, les scientifiques ont dû bloquer la molécule d'eau dans un cristal. Pour que la molécule puisse subir l'effet tunnel, elle doit être prise au piège dans un espace relativement petit. Ainsi, le cristal de béryl contient des tunnels qui peuvent compresser la molécule. Une fois celle-ci piégée, les chercheurs ont cherché à radiographier sa structure avec des neutrons. Cependant,
Les scientifiques n'ont pu déterminer qu'une figure floue dans laquelle les hydrogènes sont probablement présents. Ils ont ainsi observé 6 orientations différentes, correspondant globalement au pétale. Si les conditions expérimentales semblent très particulières, cette découverte pourrait aussi concerner les molécules d'eau présentes chez l'homme. Par exemple, celles situées à l'intérieur de nos cellules pourraient bien être suffisamment confinées pour entrer dans cet état. Une possibilité qui intrigue les scientifiques, en effet, l'eau, grâce à sa polarité, participe au transport des substances entre les cellules. Mais cette tâche est complètement impossible dans ce nouvel état. J'espère que les recherches de ces scientifiques vont aboutir avant d'être freinées par des équivalents aux 124 signataires. Nous sommes composés d'eau. Les signataires l'ont-ils oublié? Plus de 70% d'eau. Toutes nos cellules sont composées d'eau. L'ADN baigne dans l'eau. Est-il vraiment fondé de penser que cette eau ne sert à rien? Ne pourrait-on pas étudier le rapport entre les pollutions des eaux et l'explosion soudaine des différentes allergies? En parallèle aussi, bien sûr, au fait que nous ne buvons plus assez d'eau, car un soda, un thé, ne remplace pas un verre d'eau. De plus, nous avons pris l'habitude de boire de l'eau du robinet, car, nous dit-on, à grand renfort de résultats de tests envoyés à chaque famille, cette eau est bonne. Oui, elle est bonne, en fonction de ce qu'on y cherche. Avez-vous déjà vu sur vos relevés que l'on recherche des antibiotiques, par exemple? Non, certes. Car sinon, on en trouverait, comme on y trouverait par exemple de l'interféron, un médicament contre le cancer du sein. De plus, imaginez, avec la mémoire de l'eau, ce que cette eau véhicule comme information négative. On reviendra sur l'eau du robinet un peu plus tard. Justement, un autre chercheur très célèbre, dont vous allez trouver moult publications sur le net, Masaru Emoto, a présenté en 1999 un livre avec des photos qui montrent la vie cristalline interne de gouttes d'eau gelées totalement différentes, si elles provenaient de l'eau du robinet ou de l'eau de source. Encore mieux, il eut l'idée de jouer à l'eau différents morceaux de musique et constatèrent quelle structure cristalline se développait alors. Le résultat fut déconcertant. Idem, en y ajoutant des mots. Quelques petits exemples. Voici les structures cristallines de différentes eaux en fonction de leur provenance. Vous voyez Antarctic Ice, Lourdes en France, on y reviendra aussi un peu plus tard. Des rivières complètement polluées, de l'eau distillée non traitée, de l'eau de Fujiwara, avant une prière et après une prière. Ils ont aussi testé ça. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Il y a aussi voilà, une source jaillissante au pied d'une montagne, de l'eau de Lourdes, l'eau du robinet à Paris, l'eau du robinet à Londres et l'eau du robinet à Tokyo. Alors l'eau, c'est aussi simple que ça. Et pour finir sur ces photos de Masaru Emoto, vous allez retrouver, vous en retrouvez des milliers sur le net. Vous voyez aussi les réactions de l'eau à des mots et de la musique. Ici, on a musique violente. On a des mots, tu me rends malade, je vais te tuer. On a aussi des mots messages, merci, amour et appréciation. Mère Thérèse, un peu moins fantastique que les autres. Adolf Hitler. Ah, évidemment, c'est des expériences. Si vous avez le matériel aujourd'hui adéquat, on reviendra aussi un petit peu sur ce matériel un peu plus tard. Vous pouvez les réaliser vous-même. Comment penser qu'il n'y a rien, que c'est juste des affabulations? On peut être sceptique, mais le résultat est reproductible. Tout comme l'expérience classique que vous pouvez faire chez vous avec du riz. Bon, là, je vous montre un exemple avec deux pots, mais en fait, il faudra en mettre 3. Un pot
un pot que vous avez bien lavé, hein. Vous mettez du riz préalablement cuit. Dans les 3 pots, vous les fermez. Dans l'un, vous collez une étiquette je t'aime, dans un autre, une étiquette neutre. Et dans le troisième, une étiquette je te déteste. Et alors, l'expérience, mais il faut la faire vraiment pour que ce soit reproductible, il faut vraiment la faire. C'est vraiment d'y penser, quoi. C'est-à-dire de prendre tous les jours, chaque fois que vous passez devant, dès que vous le pouvez, et essayer de dire je t'aime et de transporter de l'amour à ce bocal de riz. Et au deuxième, c'est un petit peu plus difficile de détester des grains de riz, mais essayez d'apporter une implosion. À la limite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que quand vous êtes en famille, que vous rigolez, vous passez un bon moment, vous prenez le je t'aime en main, et quand vous êtes en colère, vous prenez le je te déteste en main. Et le neutre, vous le laissez. Et vous allez voir, au bout de 15 jours, un mois, si vous avez réellement fait cette expérience, que le pot je t'aime, le riz, il est encore sain. Le pot neutre, il est moitié sain et commence à pourrir. Et le pot je te déteste, il est complètement, presque pourri. Alors, la pensée véhicule de l'information. Tout comme en physique quantique, le fait d'observer ou non une expérience change celle-ci. C'est un fait aujourd'hui admis par tous les physiciens. Et pourquoi cela ne serait pas valable dans le transport de la pensée? On n'est que vibration. L'eau répond aussi à des pollutions, hélas, électromagnétiques, micro-ondes, portables. L'eau est oscillante et répond à des vibrations, mais aussi à la pensée. Sauf que nous ne connaissons rien des moyens de transmission de la pensée. Est-ce pour autant que nous ne pensons pas? Rappelons-nous la phrase célèbre de Nikola Tesla. Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Revenons aux recherches de Bernd Bruns. Grâce à un microscope optique spécial équipé d'un objectif particulier, le voici, de la société Hund GmbH de Wetzlar, il a pu prendre des photos de l'eau à l'état, cette fois-ci liquide et non glacé comme Emoto. Une nouveauté absolue dans ce secteur. Regardons une photo de l'eau du robinet de Wiesbaden, la ville où habite Berne. Voilà, ça c'est une photo microscopique de l'eau du robinet. Ce sont, vous voyez, des structures non formées, chaotiques. Par contre, prenons une photo d'une eau de source serpentant près de végétation. Une vraie eau de source qu'on laisse filer. Pas dans un canal, parce que, une fois de plus, le canal abrutit l'eau. Voilà ce que cela donne. Voyez, vous avez la structure feuillue de l'eau qui ressemble étrangement à la feuille bordant cette eau d'une clématite. Et c'est sans trucage. D'ailleurs, avec l'arrivée sur le marché d'instruments de plus en plus puissants, ce nombre de photos d'eau va exploser et faire les beaux jours de publication Internet. C'est uniquement au sommet de l'échelle qui correspond à de l'eau de source pure, hautement énergétique, sans pollution, que l'on arrive à des ensembles de cristaux neigeux et d'étoiles en forme de feuilles et de fleurs. En résumé, l'eau porte en elle, dans sa forme la plus pure, noble, claire, saine, des structures qui ressemblent de manière bluffante aux formes d'autres organismes vivants du monde végétal qu'elle côtoie. J'ai vu aussi un chercheur commencer à faire des photos avec l'eau qui prend des formes encore plus ahurissantes, comme par exemple j'ai vu son animal de compagnie, un chat. Bon. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ces travaux. Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'eau de source à travers le monde. Il y a aussi beaucoup de méthodes pour énergiser l'eau, quelle qu'elle soit. Les eaux de source naturelles
ne feront pas de mal. Même si elles deviennent de plus en plus rares, car ce n'est pas parce qu'il y a écrit eau de source sur la bouteille que toutes se valent. Regardons plutôt des photos, toujours de Bernd Bruns, de quelques eaux du commerce. Alors, en niveau 1, c'est une eau mauvaise et fortement chargée. En niveau 10, structure naturelle, qualité d'eau optimale. Donc là, nous avons Volvic, Evian, Monroucou, Vitel, la Pyrin, la Celtique, et une eau de source pauvre en minéraux, avec une différence de l'eau de source contenant un minéral. Par exemple, le fer. Une eau que j'ai rencontrée récemment, un ami qui est dans le bio est en relation avec un producteur d'eau de Roumanie. Cette eau est vendue en bouteille. J'ai été surpris de voir son prix, qui était un petit peu élevé quand même. Il m'a dit oui, mais d'accord, mais cette eau est très rare, et puis regarde sa composition, c'est la seule qui contient, alors évidemment, la trace infinitésimale, hein, on est dans l'homéopathie quasiment, de l'or et de l'argent. Donc cette eau-là, je vais en acheter une bouteille et puis l'envoyer à Bernd Bruns pour voir un petit peu sa forme, parce qu'à mon avis, elle doit être aussi assez stupéfiante. On va faire ici une petite parenthèse, car j'adore toujours lier les sujets. Il était connu dans la Grèce antique qu'une force curative habitait l'eau. Le fameux Hippocrate, dont il est issu le serment d'Hippocrate, guérissait de nombreuses personnes avec de l'eau de source sur l'île de Kos. En effet, l'eau purifiée par son circuit naturel et enrichie de minéraux possède une oscillation bien précise. Cette oscillation ressemble à celle des cellules humaines et favorise ainsi une force d'auto-guérison du corps, qui n'est absolument pas pour plaire au lobby de la pharmacie. Or, figurez-vous que des recherches en laboratoire ont révélé que, par exemple, l'eau de Lourdes renfermait le spectre lumineux en entier. L'énergie oscillatoire de l'eau de Lourdes est en totale concordance avec celle du cerveau humain et du cytoplasme. Elle résonne donc parfaitement bien dans l'organisme humain, ce qui explique son effet curatif. Nul miracle donc. Sauf que, je rappelle que cette source a été dégagée par Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, sous les instructions d'une apparition mariale lui ayant dit « Venez boire à la fontaine et vous y lavez ». Alors que sans nul doute, toutes les sources issues de ces apparitions mariales, parce que c'est souvent lié une apparition mariale avec la découverte d'une eau de source, sont certainement de la même qualité. Il vous faut maintenant, pour comprendre ces propos, regarder, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mon émission sur les apparitions mariales, toujours sur cette même chaîne. C'est assez bluffant. Qu'est-ce que l'ailleurs, comme le dénomme Philippe Palem, ne ferait pas pour avoir ces doses d'énergie psychique? Des prières. Bien, parenthèse fermée. Revenons maintenant aux milliers de moyens d'énergiser l'eau. Mais c'est un sujet qui mérite une émission à part entière, car oui, je sers aussi à cela, comme dans d'autres domaines. Je teste, j'étudie, je fais mes recherches. Car justement, ces moyens d'énergiser l'eau abondent, de quelques dizaines d'euros à des milliers d'euros. Mais je peux déjà vous révéler une chose. La plupart sont hélas à mettre à la poubelle. Certains ne font rien, d'autres n'énergisent pas assez, d'autres hélas trop. Et c'est tout aussi mauvais. C'est bien de faire des émissions explicatives, mais j'aime bien aussi donner des solutions viables. Et le prochain tome sera en compagnie de 1 ou 2 spécialistes de la question. En effet, ils ont testé les différents moyens d'énergiser l'eau et vont nous livrer leur analyse. Cela sera une émission d'utilité publique, car certes, si en France nous ne manquons pas d'eau, les différentes pollutions font qu'il ne subsistera qu'à de très peu d'endroits de l'eau de source énergisée.
Des décennies de pesticides, fongicides, rejets d'antibiotiques et autres médicaments dans la nature auront fait le reste. Du reste, un rapport en 2009, écrit par le courageux, lui aussi, David Servan-Schreiber, sous la direction du WWF, mettait en garde contre l'eau du robinet. L'équipe signant le texte comprend essentiellement des médecins, dont Luc Montagnier, prix Nobel 2008. Le document met en cause la présence dans l'eau de différents produits chimiques, dont les nitrates, évidemment, apportés en grande quantité par les engrais agricoles, les pesticides et, hélas, les médicaments. Tous sont suspectés à des degrés divers d'être liés à des maladies, notamment des cancers, et d'affecter la faune ou la flore. Selon les auteurs, les normes de surveillance de l'eau n'ont pas suffisamment évolué malgré les progrès d'études récentes. Il est vrai que beaucoup mettent en évidence un effet des polluants sur la santé humaine. Par exemple, la féminisation des poissons des rivières paraît liée, chez les hommes, à la diminution du nombre de spermatozoïdes. Chez la femme, l'incidence de l'environnement sur le cancer du sein ne fait plus guère de doute, avec la mise en cause d'une longue liste de produits, des pesticides à certaines peintures en passant par des crèmes solaires. Chez les agriculteurs, la maladie de Parkinson semble liée à l'usage des pesticides. En quantité plus ou moins élevée, tous ces produits se retrouvent dans les nappes phréatiques et partant dans l'eau destinée au robinet. Il en est de même pour les molécules médicamenteuses qui commencent à faire l'objet d'une attention plus grande. Hélas, les stations d'épuration, en effet, n'ont jamais été conçues pour filtrer l'eau au point de retenir toutes ces molécules. Je vous mettrai aussi en lien ce rapport 2009, car évidemment, comment les pouvoirs publics ont réagi? En tapant sur la tête à David Servan-Schreiber, en le ridiculisant, comme d'habitude, méthode classique, circuler, il n'y a rien à voir. C'est justement parce que le sujet est d'importance qu'une deuxième émission avec des solutions va suivre, car sinon, on aurait dépassé les 3 heures d'émission, car l'eau est trop importante pour ne pas y consacrer du temps. De plus, les spécialistes avec qui je travaille iront plus loin encore, car comme je vous l'ai dit plus haut dans l'émission, les ondes radio perturbent aussi l'eau. On en profitera pour faire un point sur celle-ci en y rajoutant micro-ondes, Wi-Fi, et pourquoi pas, le fameux compteur Linky qui défraye la chronique. En parlant de micro-ondes, vous pouvez aussi faire cette expérience tout seul chez vous. Ceux qui pensent que l'eau est toujours la même vous expliqueront le pourquoi. Prenez 2 plantes, les mêmes, dans la même terre. Vous plantez dans l'une, vous plantez ces plantes et l'une, vous l'arrosez de l'eau issue de votre micro-ondes. Vous passez l'eau au micro-ondes, vous attendez qu'elle refroidisse et régulièrement vous arrosez la plante avec cette eau-là. Et de l'autre côté, vous prenez une autre source quand même relativement assez énergisée et vous arrosez cette petite plante. Et vous allez voir le résultat. Alors, n'ayez crainte, je peux déjà vous annoncer qu'il y a des solutions à tout. Restez à l'écoute, abonnez votre famille, vos amis, cela va détonner. Un petit sourire pour finir. Vu que de nombreux scientifiques imbus ont stigmatisé la mémoire de l'eau, voici que ce matin, comme une synchronicité, juste avant d'enregistrer, je suis tombé sur un article que je n'avais pas encore lu, qui est daté du 10 avril 2018. Les bactéries ont une mémoire qu'elles transmettent aux futures générations. Là aussi, les 124 scientifiques vous expliqueront comment elles font pour faire cela. Je vous mets aussi en lien cet article. Je vous dis vraiment à très, très bientôt. J'avais juste envie de faire cette émission introductive rapidement. La deuxième sera beaucoup plus longue et très intéressante. On avait besoin de explorer le sujet pour bien comprendre l'émission qui va venir. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.